Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler syndicalisme avec Jean-Daniel Maillot, bonsoir. Bonsoir. Christian Picard, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais pas faire d'impair, on dit FSU ou on dit... On dit FSU, ça passera. Alors, FSU, ça veut dire? Fédération syndicale unitaire, c'est une D'accord. fédération de syndicats, principalement de l'éducation nationale, mais on est quand même un groupement de plus de 22 syndicats nationaux, donc principalement l'éducation nationale. Nous sommes ici au titre de la territoriale, mais il y a aussi d'autres syndicats comme le ministère de l'Intérieur, comme le Pôle emploi, l'environnement, etc. Alors, le sujet, c'est la précarité dans le travail. Et dans votre travail, surtout. Comment vous définissez, lorsqu'on dit précarité, qu'est-ce que ça veut dire? Un climat d'insécurité, donc la pensée de tous les jours que son contrat n'est pas renouvelé, l'incertitude de demain, c'est tout ça. Parce que vous êtes d'accord, quand on est de l'extérieur, on dit fonctionnaire territorial, un fonctionnaire, on entend fonctionnaire plutôt que territorial, et un fonctionnaire, généralement, pour le commun des mortels, c'est celui qui a un bon travail, pas fatigant, qui a un bon salaire, et qui peut attendre la retraite tranquillement. Ça, c'est une image un peu qu'on a du fonctionnaire en Voilà. général. Mais là, si on parle de précarité, il faut bien différencier les choses, Non, surtout non. dans la fonction Non, publique je- territoriale. non, ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on parle de précarité, ce sont des gens qui ne sont pas en situation stable, qui n'ont pas une vision sur l'avenir. Mais dans la fonction publique territoriale, il faut savoir qu'il y a 70% des gens qui travaillent dans les collectivités sont en emploi précaire. À La Réunion, depuis plus de... Alors, ça va faire 45 ans. C'était sous Mitterrand où Fabius avait mis en place les premiers contrats aidés. C'était les TUC. Ensuite, abrogé en 90 pour passer en CES, CEC, CIA, CUI, aujourd'hui PEC. C'est-à-dire que La Réunion vit depuis des dizaines d'années avec, si les collectivités fonctionnent, c'est grâce à ces emplois précaires. Donc, on ne jette pas la pierre pour dire, parce qu'on pourrait débattre, sur l'utilisation de ces contrats à des fins politiques ou pour éviter que le climat social se dégrade. Il y a un peu des deux. La réalité, c'est que ces contrats ont été mis en place afin que ce soit favorisé le retour à l'emploi. Or, que ce soit les 200 heures de formation obligatoire, que ce soit le contrat unique d'insertion, que ce soit le CAE, le contrat d'accompagnement à l'emploi, on voit que l'autre partie, il y a eu très peu de pérennisation des emplois. Et nous, syndicalement, M. Maillot et moi, on se bat depuis des années, justement, pour dire aux collectivités, vous avez pris des gens, 1 an, 2 ans, 3 ans, renouvelables, ils ont donné satisfaction, ils ont été en formation, ils connaissent le travail, mais maintenant il faut pérenniser. Il faut savoir que dans la fonction publique, le premier grade de catégorie C, que ce soit en administratif ou en technique, il n'y a plus besoin de concours. Donc la collectivité peut pérenniser ses emplois. Et bien, c'est tout le combat de ces dizaines d'années syndicalement, parce qu'on ne peut pas, les précaires ne peuvent pas être une variable d'ajustement de manière politique ou sociale. Donc le but, c'est qu'ils s'intègrent. Donc, pour j'ai complété, donc, tous ces contrats-là, c'était pour pallier un peu la pression sociale. Donc, vu le taux de chômage qu'il y a dans l'île, La Réunion, donc, c'est pour pallier un peu ça, pour diminuer un peu cette pression. Mais en plus, ces personnes-là, ces agents-là, occupent des emplois permanents. Sans eux, les collectivités sont dans la difficulté de faire fonctionner dans les écoles, dans les espaces verts, dans les cantines. C'est ces gens-là, en majeure partie, qui travaillent là-dedans. Donc, pour moi, c'est des emplois permanents, parce que sans eux, les collectivités ne peuvent pas fonctionner, recevoir des enfants dans les écoles, dans les crèches, et ainsi de suite. Et donc, jusqu'à maintenant, depuis 20, 30 ans, les collectivités n'ont pas trouvé les moyens nécessaires pour pérenniser ces métiers-là. Alors que c'est des métiers qui servent de service public, de meilleure qualité de service public. Justement, pour en venir sur ce que vous venez de dire, et sur un point qui va vous, sans doute, que vous avez confirmé, c'est que on entretient cette précarité au niveau du travail, au niveau des contrats. D'abord parce que ça permet aux politiques de faire un turnover, de changer les personnes à la fin de chaque contrat, et surtout, ça sert aussi d'emplois électoraux.
Et là, c'est ce qui vous complique aussi, je crois, la tâche dans ce que vous voulez faire pérenniser des emplois, alors que les politiques, eux, préfèrent avoir des emplois volants qui permettent surtout lors de campagne électorale, de mettre des gens qui sont de leur côté. Oui, mais ça, il faudrait que les politiques arrêtent de penser à ce genre de manipulation. Aujourd'hui, la société, c'est vraiment dire que si son maire, sa collectivité fonctionne bien et gère bien les sous, sans avoir que les gens viennent mendier un petit contrat. Avec cette pression sociale, ils ont une pression financière et tout. Se disant, le politique voit sur le long terme. Il faut travailler tant d'années pour avoir telle retraite. Mais avec des emplois comme ça, ils auront le minimum de retraite en fin de match. Donc, ils auront une pression tout le long de leur vie. Ouais. Ils n'ont pas de perspective dans la vie pour construire, pour une vie familiale correcte. Non, ils sont toujours dans la précarité, donc c'est toujours demander un contrat. Est-ce qu'on va être renouvelé? Là, les périodes électorales arrivent bientôt, pareil. Ah, je ne peux pas me sortir dans la rue. Ah, je vais perdre mon contrat, ainsi de suite. Mais on ne peut pas continuer comme ça avec cette pression. On ne peut pas vivre cette pression-là. On veut dire que le bien-être dans les collectivités. Et alors, on a cette pression sociale-là dans les collectivités. Ce n'est pas possible, inadmissible d'accepter ça. Christian Picard, la question, jusqu'à maintenant, on voit bien que depuis 40, 50 ans, rien n'a changé. Et on peut même dire que ça s'est dégradé par endroits. Alors, aujourd'hui, est-ce que le syndicalisme, est-ce que les syndicats, est-ce que les citoyens ont un moyen de changer quelque chose que les politiques entretiennent et développent pour avoir le contrôle sur la population? Ça va me permettre de revenir sur la question précédente. Quand on fait une manifestation, il faut savoir que là, il est facile aussi de jeter la pierre au maire parce que c'est la base, mais tout le politique est à différents niveaux, à tous les niveaux, jusqu'au ministère, au président. Ils sont tous responsables parce qu'il y a cette partie-là où on utilise un peu parfois cette manne à des fins électoralistes, mais il y a une réalité aussi. Donc le maire il préfère donner un petit contrat, comme on dit ici, afin que chaque famille puisse manger et puisse survivre. Après, il est difficile de pérenniser, puisque si on pérennise, on ne pourra pas prendre 200, 300 personnes, mais on va pouvoir juste une vingtaine de personnes. Nous, notre position syndicale, c'est de dire 20, c'est sûr, et puis on avance. Surtout que c'est dans le but. Mais je veux dire, le politique, de manière générale, ils sont responsables de cela. Avant, au bout de 3 contrats, il avait obligation de cédéiser un emploi. Aujourd'hui, le même politique dit il faut 6 ans. 6 ans de contrats successifs et après, obligation de passer en CDI. Après, ils évoluent encore. 6 ans, si on renouvelle, si on peut ne pas renouveler au bout de 6 ans de contrat. Donc, quelqu'un qui travaille pendant 6 ans dans une collectivité, qui a donné satisfaction, qui est bien noté, on va lui dire au bout de 6 ans, on ne veut plus de toi. Tu vas partir. Donc, ce n'est pas que le maire ou le président de collectivité. C'est vraiment tout le politique et la politique menée. Et c'est pour ça que nous, quand on appelle à manifester ou à faire attention, à écouter, en ce moment, c'est un débat politique, il faut suivre les débats. Pourquoi? C'est important. C'est important d'interpeller le maire. C'est important d'interpeller l'élu du quartier. C'est important d'interpeller le député de la circonscription pour lui dire, quelle est ta position là-dessus? Voilà, nous, ce qu'on vit. Alors, il ne suffit pas d'avoir les paroles faciles. Moi, quand je vois les élus, il y a quelque chose qui m'étonne chaque année, c'est qu'on promet un peu tout. Mais après, concrètement, qui fait quoi? Donc, parfois, il y a alors, de manière générale, même s'ils font ce en quoi ils se sont engagés, après, dans les détails, ça ne se voit pas. C'est-à-dire que aujourd'hui, le clientélisme existe encore énormément à La Réunion. Ce qui n'est pas le cas dans certaines collectivités en métropole, où on va chercher des gens. Là, il y a des appels d'offres, donc tout le monde peut postuler, et il y a une chance égalitaire d'obtenir un emploi. Ici, il y a plus tendance, il vaut mieux connaître quelqu'un, plutôt que d'aller postuler, sauf d'avoir un diplôme, une qualification où personne ne l'a, afin d'avoir un emploi. Donc c'est cette gangrène, c'est un ensemble de choses. Mais si nous, on a un message à dire aux personnes qui sont en situation de précarité, c'est de dire, vous n'êtes pas seuls. Vous êtes tenus, bien sûr, par cette peur que Jean-Daniel a exprimée sur l'avenir incertain, mais il est important de défendre vos droits. Et nous, on est là pour ça. Nous, tous les ans, on passe notre temps à aller voir dans chaque collectivité en disant, mais cette personne a bien été notée, cette personne donne satisfaction, elle a fait sa formation, pourquoi vous allez mettre fin à son contrat pour reprendre quelqu'un qu'il va falloir reformer et vérifier? D'accord? Vous l'avez souligné. Qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est 1 an, 2 ans, 3 ans de contrat, et puis après,
c'est les assédiques, et puis il y a un turnover. Mais il faut savoir, on s'est battu là pour les 10 000 PEC que le gouvernement a donné pour 2025. Il n'y a que 3 ou 4 000 qui ont été pris pour l'instant. On est quand même au mois de novembre. Donc, quid de ce qui va se passer? Pourquoi? Parce que là, l'État va prendre en charge que 50%, alors que dans certains contrats, c'est 80, 90, ou alors des exonérations d'impôts, de taxes pour les collectivités. Donc, c'est une politique générale qu'il faut mettre en place, mais il faut être conscient qu'à La Réunion, on ne le met pas. Quand on a créé le CU, Martin Hirsch est venu ici en personne pour le signer, contrat unique d'insertion. Je me rappelle, les collectivités, les politiques à La Réunion ont dit « Nous, on veut bien le contrat unique, il n'y aura pas le mot insertion dedans. » Parce qu'on n'a pas les moyens et on ne veut pas. Et on garde ça sous le coude. Donc oui, c'est un phénomène où il va falloir un jour que le politique ait le courage de dire « Stop ». Au lieu d'en prendre 400, on va s'engager. Nous, ce qu'on demande, c'est que chaque collectivité s'engage à avoir un pourcentage de titularisation, de stagiarisation et de pérennisation de ses emplois, que ce soit en CDI ou en stagiaire ou en tant que fonctionnaire, et d'ouvrir un maximum de postes au concours, parce que ces jeunes-là aussi, sur le marché du travail, tout est faussé. On retrouve des gens qui ont bac plus 2, 3, 4, 5, donc qui postulent sur des concours de catégorie C ou B, alors que celui qui a le CAP, finalement, sa chance passe à la trappe aussi, parce qu'il y a des gens plus diplômés qui postulent sur des concours qui ne correspondent pas à leur diplôme. Donc, il y a tout ça à mettre sur la table. Mais il suffirait que chaque collectivité, Daniel l'a dit, mette en place un plan de titularisation. Oui, mais surtout, tous ces gens-là, comme je le disais tout à l'heure, ils occupent des emplois permanents. Et alors, les emplois permanents sont encadrés. Donc, s'il y a un emploi permanent, ça veut dire que le poste existait, est déjà budgété. Donc, on prend des contractuels. Les contractuels, c'est pour des travails soit saisonniers ou quand il y a des pics de travaux. Mais là, ce n'est pas le cas, c'est tout le long de l'année. Donc, il faut trouver une solution pour budgétiser ces emplois-là dans les collectivités. Et non compter sur les contrats aidés. Chaque fois, chaque ministère ou machin, il va dire « Ah bon, cette année, il y aura 2000 en moins, 1000 en moins. » Et puis on crie au vol. Non. Et c'est que tout le monde dit « Ah non, mais sinon, on sera obligé de fermer les écoles, fermer les cantines. » Ben non, mais ça, on le sait déjà. Pour faire tourner la collectivité, il y en a tant d'élèves, il faut tant de personnel, il faut prévoir à l'avance, il ne faut pas attendre, quand les contrats sont supprimés, non, on ne peut plus. Mais non, mais chaque fois, on prend, on va dire, ces agents-là, on va dire des esclaves pratiquement, puisqu'ils sont à la merci de ces petits contrats-là. Donc ça, nous, on défend, donc moi personnellement, on défend des contrats pérennes, soit titularisés ou en CDI, qui a une perspective dans sa vie d'argent, dans la vie familiale. Donc, c'est tout un ensemble. Quand quelqu'un travaille, qu'il n'a plus de soucis, pas de soucis que son contrat va être renouvelé, et ainsi de suite, il va bien vivre dans son travail et dans sa famille aussi. Et puis, ça crée comment dire ça, un climat sain au sein de la collectivité. Parce qu'aujourd'hui, au sein de la collectivité, il y a des étudiants et des précaires. Donc, il y en a un qui est payé un peu plus pour le même travail. Donc, ça crée une certaine tension, une morosité dans le sein du travail. Et donc, on est pour le bien-être et tout dans les collectivités. Avec ça seulement, on ne peut pas être le bien-être. Soyons quand même, j'allais dire, conscients d'une chose, c'est que cette situation-là, elle a toujours existé et elle a continué à exister jusqu'à aujourd'hui. Et tant que le politique voudrait avoir, je dirais, des gens malléables et corvéables, c'est de maintenir cette situation-là pour pouvoir manipuler le plus de personnes possible. Alors, comment vous, face à, j'allais dire, à la posture des politiques, comment vous pouvez, j'allais dire, peser pour essayer de changer ça? Déjà en interne, donc dans les comités techniques où on siège, dans les différentes instances, dans les rencontres avec les responsables, les élus, mais aussi dans la rue. Lorsqu'il y a des contrats qui ne sont pas renouvelés régulièrement, on dépose des préavis de grève. Donc ça permet... Alors le préavis de grève, il faut bien savoir que c'est vraiment lorsque le dialogue social n'a pas abouti. Ce n'est pas vraiment toujours quelque chose où on sort par gaieté de cœur. Non, c'est vraiment où on a essayé de dialoguer, on a essayé de sauver le maximum d'emplois, on n'a pas pu. À ce moment-là, on va et on appelle, quand on fait un préavis de grève, pour dire aux collègues, on ne vous lâche pas, on est là. Parfois, on va même au tribunal pour certains dossiers, pour les non-renouvellements abusifs. Et
aussi de dire aussi à l'ensemble de la population, attention, tel maire, dans telle commune, dans telle collectivité, dans son discours, il a promis de pérenniser des emplois. Ben là, 50 ATSEM, par exemple, ne sont pas renouvelés. On va reprendre d'autres. Quand on sait que ces gens travaillent avec des ASEM, les ATSEM sont titulaires, donc les ASEM, ces gens-là travaillent avec des enfants. On a besoin d'eux. Il va falloir reformer à nouveau du personnel. Et donc, on le fait. Après, il faut noter quelque chose. On a vu ces 2 dernières années quelques collectivités jouer le jeu et ne pas attendre soit la période électorale pour avoir, comme par hasard, un quota de titularisation qui arrive, ce qui est très bien aussi, hein, on n'est pas contre. Du moment qu'on pérennise des emplois qu'on titularise, on devrait peut-être à ce moment-là avoir une campagne électorale tous les ans, comme ça permettrait à tout le monde de prendre et pas attendre tous les 6 ans. Mais on a vu quelques collectivités jouer le jeu et mettre en place avec les organisations syndicales en disant, nous, la collectivité s'engage à 10, 20, 25, 30% de pérennisation d'emplois tous les ans. Mais c'est ce qu'on invite l'ensemble des élus de l'île à le faire. Ils n'ont pas, on l'a vu dernièrement sur l'association des maires qui disait, comment on va faire dans les écoles, Daniel le disait, comment on va faire dans les écoles, comment on va faire pour l'accueil du public, comment on va faire si on n'a pas ces contrats aidés. Ça fait 50 ans qu'on se demande comment on va faire, mais nous, on sait comment il faut faire. Il faut, à un moment donné, prendre la décision de pérenniser ces emplois et de se battre pour la pérennisation de ces emplois. J'allais dire, on le voit aussi, je ne sais pas si c'est votre domaine, les AESH. Oui. Il en manque 1200, je crois. Alors, c'est 2 problèmes. C'est déjà, il en manque parce qu'il n'y en a pas suffisamment pour accompagner les élèves en situation de handicap. Les parents sont en souffrance, l'élève est en souffrance, mais le personnel aussi. Il faut savoir que c'est un personnel qui est précaire, qui parfois travaille sur 2 ou 3 établissements. Donc, et là aussi, on se bat. On a eu une petite avancée sur les AESH où aujourd'hui ils peuvent passer en CDI. Mais pareil, nous on veut que ce soit un vrai statut qui soit mis en place et que justement les moyens soient donnés et au personnel qui font. Vous savez, j'ai été étonné dernièrement de regarder le recrutement des AESH. Et bien bizarrement, on ne se bat pas. Hein, parce que c'est payé au lance-pierre. Oui. C'est payé au lance-pierre. Donc à partir de là aussi, il y a un besoin, il y a un statut, mais malheureusement, les moyens ne sont pas donnés. Même le rectorat qui a embauché certains sur des contrats privés, des CDI en contrat privé avec le rectorat, j'ai trouvé ça, j'allais dire, on adopte la loi, quoi. On adapte la loi, plutôt. Bah oui, on adapte la loi, et en plus, c'est des contrats de 50%. Quelle précarité. On a une bagarre pour une titularisation ou une CDIsation, mais c'est un temps plein. Mais pas avec 50%, 50% du SMIC. Donc, et puis encore, la précarité, parce en plus qu'il ait les 50%, il travaille de sa journée est tellement mal réparti qu'il ne peut pas aller faire autre chose que s'occuper qu'une seule. 2 heures ici, 2 heures là-bas. Et donc, et tous ces métiers-là, même dans les écoles, dans certaines collectivités, quand on titularise, c'est sur du mi-temps. Donc, la personne est titulaire, ah oui, mais il est à 50%. Donc, à partir de là, la précarité, il est sorti d'un côté, mais c'est pas vraiment fini. Il ne peut pas même pas. Vu le coût de la vie aujourd'hui, avec un salaire de 50% dans le temps de travail, je veux pas, il n'a pas choisi. Si quelqu'un choisit, il veut travailler 50%. Mais là, non, on l'impose. Il dit, il est titulaire, il est content, titulaire et tout. Finalement, il a 50%. La précarité ne touche pas que les emplois aidés, elle touche aussi des fonctionnaires. Oui. Donc un fonctionnaire qui touche 1 000 euros par mois ou 900 euros parce qu'il est à mi-temps, vous voyez. Et puis il faut savoir que fonctionnaires, les collectivités ne sont pas obligées d'appliquer les règles qu'on appelle les 35% de prime de vie chère. Donc certains l'ont, d'autres ne l'ont pas. Oui. Mais d'autant plus que quand on voit que la situation, ils arrivent surtout à s'arranger avec la loi. Et personne ne peut, à ce moment-là, dire qu'ils sont contre la loi. Et la situation les avantage plus qu'autre chose. Mais là, moi, j'ai rigolé quand j'ai vu un reportage sur justement certains emplois dans les tribunaux, là où ils sont justement censés faire respecter la loi, où eux-mêmes
Ouais. Ils ont la secrétaire qui n'est pas titulaire, Ouais. qui travaille 40 heures alors qu'elle est payée 22. Voilà, donc il y a la réalité du terrain, il y a la loi, après il y a la réalité. Moi, souvent, j'interpelle le service de l'égalité à la préfecture en disant mais vous faites quoi? Vous regardez, et dans le privé, je veux dire, c'est pareil, on m'appelle souvent, me dit ben, allez à l'inspection du travail. L'inspection du travail nous dit allez voir les syndicats. Donc, je veux dire, on est arrivé parfois à un stade où on est capable de dire la loi, de dire les droits aux personnels qui sont concernés, mais en leur disant en même temps, mais ça va être difficile. Donc, c'est là où on ne peut plus fonctionner dans un pays démocratique, respectueux des règles et des lois, de cette manière-là. Ça, ce n'est plus possible. Et il y a des textes, il y a des règles, il faut qu'on se les applique. Et vous avez raison, souvent, eh ben, on s'accommode bien de la loi. On reviendra là-dessus dans un prochain échange. On verra si on regardera un petit peu plus. Moi, ce que je voulais voir un petit peu, je vous verrai avec vous, c'est est-ce que le contexte évolue en cas de période électorale. On reviendrait avec des exemples, avec voir un petit peu comment ça se passe et voir pourquoi cette précarité-là, elle est entretenue, elle est développée et elle sert quand même certaines personnes. Merci Jean-Daniel Maillot, merci Christian Picard. Merci à vous. Merci. Du FSU. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.